La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers. Il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Mais en fait, j'étais très en colère. On ne doit pas laisser le cinéma français tranquille. Ce qui nous pousse à continuer à se faire. Les gens qui n'ont pas accès à la parole. On se doit de leur faire de la place. Je suis au courant de tout. Bienvenue dans le futur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Et pourtant ça tourne, un podcast qui parle de cinéma, de représentation et de fun en général. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Robin. Bonjour, ça va Marine ? Ça va super, très ravie d'être ici avec vous deux. Et on accueille une nouvelle voix sur ce podcast que vous n'avez pas encore entendu, mais j'espère que vous l'entendrez plusieurs fois, c'est Talia. Bonjour. Alors Talia, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et surtout, n'hésite pas à nous dire ton film préféré. Alors, moi, j'ai fait des études en cinéma, du coup, j'ai fait des études en tant que, dans la critique et puis ensuite dans l'écriture et la réalisation. J'écris aussi des critiques pour un média qui s'appelle Super Seven. Et film préféré, c'est toujours difficile d'en choisir qu'un seul, mais là, comme ça, le premier qui me vient, parce que j'adore Pedro Almodovar, ce serait Tout sur ma mère. C'est vraiment un film que je revois, mais à n'importe quelle occasion, que je sois triste, que je sois gay, que je sois en colère, ça m'apaise aussi. Enfin voilà, c'est vraiment un film qui m'accompagne. Moi aussi, souvent, je suis gay. Super. Et ben je pense que comme vous l'avez vu sur le titre de l'épisode, aujourd'hui on va parler d'un endroit où on est quasiment tous et toutes passés étant petite, un endroit qu'on a adoré, qu'on a détesté, où on a passé des très bons moments, des très mauvais moments, un endroit qui nous a tous et toutes un peu forgés quand même. L'école. Et l'école en tant que maternelle, primaire, collège, lycée, on va en parler sur toutes ses coutures. Et donc, quand on pense à l'école, le premier film qui nous vient à l'esprit, en tout cas pour moi, c'était Les 400 coups de François Truffaut, qui est sorti en 1959, où le jeune Antoine Douanel, en très bon petit rebelle parisien, fait l'école buissonnière et erre dans les rues de Paris. Le cinéma a souvent mis en scène le système éducatif sous toutes ses facettes, et les films nous tendent un miroir de notre société. L'image qu'il renvoie de l'école et de ses divers acteurs est donc déterminante pour prendre du recul vis-à-vis des modèles connus et réfléchir à leurs évolutions. Comment l'éducation est-elle représentée au cinéma ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Quels types de professeurs sont portés au nu ou au contraire décriés ? Les enseignants doivent-ils s'inspirer des films et adopter une posture performante face aux élèves ? On verra ça avec le cas de Être et avoir de Nicolas Philibert. Comment les différentes réalités de la vie scolaire et du quotidien des élèves sont-elles abordées ? Comment vivons-nous l'école et comment l'école vit à travers le cinéma ? L'école, c'est d'abord quelque chose qu'on va rechercher dans nos souvenirs et qu'on essaye de montrer au cinéma à travers des formes différentes comme le documentaire ou la fiction. Et ce sera la première partie de cet épisode où on va parler du coup de l'école telle qu'elle est vécue sans être enjolivée et sans être mise en scène d'une manière trop dramatique, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, là, comme ça, généralement, quand on pense à l'école et aux souvenirs vraiment frappants, c'est souvent quand même le lycée. Et c'est vrai qu'en termes d'exemples de films qui représentent vraiment ce que c'est que d'avoir envie de se rebeller parfois par rapport à son prof et en même temps d'aimer ce qui est enseigné, je trouve que Entre les murs de Laurent Canté, c'est vraiment un exemple qui est vraiment très très frappant. Je me souviens la première fois que je l'ai vu, je savais pas si c'était un documentaire, mais comme c'est en même temps, c'est Bégodeau, je crois, qui joue un peu son propre Bégodeau rôle. joue son propre rôle. Ouais, et du coup, tu sens vraiment que, et je pense que c'est vraiment ses élèves quoi, qui étaient dans le film, qui n'étaient pas du tout acteurs. Donc tu sens vraiment cette proximité en fait, déjà entre le prof et les élèves à l'enceinte de la classe, et puis en même temps, en tant que spectateur, vraiment, tu as l'impression vraiment de revivre un peu tu vois, cette espèce d'ascendant qu'on peut ressentir de la part du prof envers les élèves. Et en même temps, je pense qu'à l'inverse, on comprend presque la crainte du prof par rapport à ses élèves, tu vois, de ne pas pouvoir toujours... d'avoir envie de leur transmettre, en même temps, parfois, de vraiment se retrouver complètement démunis parce qu'ils ont forcément l'esprit de contradiction. Et en même temps, c'est aussi son rôle de pouvoir transmettre, tu vois.
Ouais, c'est ça, tout ce rapport du professeur à ses élèves, comment faire pour les aider sans être trop violent et même quand même avoir toute l'institution derrière qui nous pousse dans une certaine direction, mais avec ces élèves qui sont turbulents, certains qui sont pas turbulents, essayer d'aider tout le monde, en tout cas vouloir tous les aider. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Moi je trouve ce film est passionnant là-dessus, sur tous ces sujets, et tu vois que tous les participants de ce film-là sont piégés dans cette école-là, dans ce système-là, et je trouve ça assez passionnant, et je trouve que c'est fascinant le travail de Laurent Cantet en général. Dans ses films, il arrive toujours à décrire un réel assez brutal, assez net. Je trouve ça passionnant, voilà. Donc moi, je n'ai pas vu Entre les murs, donc je propose qu'on passe au film suivant, et j'aimerais bien qu'on regroupe ces films-là, parce que tous ces films-là sont des documentaires. Donc il y a Être et avoir de Nicolas Philibert, Récréation et Apprendre de Claire Simon, et Ce n'est qu'un au revoir de Guillaume Braque, qui est sorti cette année. Donc c'est tous des films sur différentes étapes de la scolarité. Donc Être et avoir, c'est de la maternelle à la grande section CP, après, ou même jusqu'au CM2 je crois. Après Récréation ou Apprendre, c'est pareil dans des écoles maternelles et primaires. Et Ce n'est qu'un au revoir, on arrive au lycée. Et moi personnellement, lorsque j'ai vu Être et avoir pour la première fois, j'ai vraiment ressenti, je me suis rappelé plein de flashbacks de mon école maternelle voire primaire, alors que ça remonte à longtemps maintenant. Et du coup, Être et avoir, c'est un documentaire qui a été réalisé par Nicolas Philibert donc, et on suit au cours d'une année ou au cours de quelques semaines ou quelques mois les jours d'un professeur je crois c'est à Saint-Étienne de quelque chose, mais c'est dans une petite région un peu paumée de France, où du coup on est immergé dans sa classe avec ses élèves qui vont du coup de la toute petite section jusqu'au CM2, et on voit un peu les problématiques qu'ils ont, donc certains qui sont un peu turbulents, l'enjeu de passer en 6e et tout. Et ce film-là m'a un peu marqué quand même, parce que j'ai trouvé extrêmement mignon, et ça montrait aussi la bienveillance et l'importance cruciale des professeurs dans l'éducation des enfants. Voilà. Je suis d'accord avec toi sur le côté vraiment flashback, parce que moi aussi ça commence à remonter tout ce qui est la maternelle et la primaire, mais en même temps c'était surtout la présence de ce prof dont j'ai oublié le nom, mais qui est vraiment omniprésent dans le film, il me semble quand même. Où on sent vraiment le ton autoritaire, mais autoritaire dans le sens bienveillant qu'on peut ressentir quand on est tout petit face à des adultes qui nous paraissent comme ça impressionnants, mais en même temps qui sont là un peu comme nos parents pour en fait nous accompagner, et encore une fois dans cette idée de transmission. Donc je trouve qu'en fait en plus la façon dont on est vraiment mais à la même hauteur que ces enfants, c'est là où je pense que c'est là où ça nous émeut en fait. Ouais, je suis d'accord. Moi, tout ce groupement de films là où on voit l'école comme si on y retournait en tant qu'adulte, ça fait parfois des trucs un peu bizarres dans notre cerveau, où d'un côté il y a des souvenirs un peu heureux qui reviennent, et d'autres des formes de violence qui peuvent ressurgir dans notre esprit, des trucs comme ça. Et je trouve que l'école, en tout cas au cinéma, c'est un élément qui est assez important pour plaquer ces sentiments-là sur le spectateur et les créateurs d'art. Je trouve que l'école, c'est vraiment un pilier de la société qui est représenté sous plein de formes différentes. Ce que j'allais dire aussi, c'est que on évoque beaucoup les salles de classe, mais dans Récréation, tel que son titre l'indique, tu vois, on n'est que dans la cour de récré. Et pour le coup, je trouve que c'est intéressant de faire le parallèle entre Récréation et Apprendre de Claire Simon, parce que justement, c'est deux univers en fait, évidemment qui cohabitent, mais avec les mêmes acteurs entre guillemets qui sont les enfants. Et dans Récréation, moi, ce qui me frappe justement, c'est que on a vraiment l'impression d'observer une micro-société, c'est-à-dire vraiment, tu vois, les plus forts entre guillemets face aux plus faibles. Il y a une séquence où un garçon qui est face à une petite fille, et t'as l'impression que c'est comme un couple, et tu fais une espèce de projection. Tu te dis, si c'était des adultes, c'est marrant parce que tu te dirais, cet homme qui parle à cette femme, comment c'est odieux en fait. On a vraiment une représentation comme ça de, en tant qu'enfant, qu'est-ce qu'ils vont devenir en fait plus tard. Et il y a tout ce rapport-là vraiment dominant-dominé, tu vois, cette violence entre les garçons, entre les filles, les garçons face aux filles, que vraiment je trouve
trouve qu'il est très bien capté en fait. Oui, et c'est vrai que dans les cours d'école, c'est vraiment cette micro-société qui réapparaît. On a une espèce de... le monde des adultes, mais sans les filtres, quoi. Ouais. Et c'est dingue de revoir toutes les mécaniques qu'on peut se dire, il faut vraiment être tordu pour pouvoir faire ça, qui se prennent au jeu, là... dans ces enfants qui n'ont même pas 10 ans, quoi. Oui, c'est vrai que c'est vraiment un miroir de la société, mais sans aucun filtre. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'analyser justement le monde des enfants et surtout les cours de récré, parce que ils reproduisent exactement ce qui est fait chez eux, donc à la maison, parce que les enfants, c'est vraiment des miroirs ou des poupées qui font exactement ce que leurs parents font et ce qu'ils voient aussi n'importe où, genre à la télé, sur, je sais pas, dans les magazines, sur des dans les BD jeux et vidéo tout. qui rendent violents, tout ça. Et moi, c'est un truc qui m'a particulièrement marqué, plutôt personnellement dans mon enfance, c'était les mariages sous le préau. Genre t'avais machin qui se mariait avec machin, et t'avais tout le monde qui accourait sur le préau en mode wouh. C'était l'épisode de la série qu'il fallait pas manquer à ce moment-là. Exactement. Et du coup, je trouve ça hyper fun que ils refassent ça de manière assez innocente, mais en fait, sous cette innocence se cache un truc hyper profond et hyper important. Et comme les violences, à chaque fois, on se dit ouais, mais non, mais c'est juste une petite insulte, nanana, il se passe pas grand-chose. Il l'a juste poussé, c'est pas grave. Mais en fait, si, c'est ultra grave. Il lui a juste mis un sac tout en plastique sur la tête pour l'étouffer, c'est pas grave. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Ah, les souvenirs, hein. C'est très systémique en fait finalement. C'est ça que ça raconte. Mais j'avais une petite question pour vous qui m'est venue à l'instant, plutôt personnelle, et après on enchaînera sur d'autres films. Est-ce que vous avez un souvenir marquant de cours de récré que vous aimeriez partager ici ? Moi, mon souvenir de cours de récré qui m'a marqué, c'est vraiment les moments où avec mes amis on s'amusait à jouer aux cartes, mais qu'on n'avait pas de cartes. Moi, ce que j'aime bien dans l'enfance, c'est l'imagination un peu sans limite, où on n'a pas un truc, claque des doigts, c'est bon, tu l'as, quoi. Ça, j'aimais bien vraiment ça. On était deux débiles dans la cour de récré à jouer aux cartes Yu-Gi-Oh! Sans cartes Yu-Gi-Oh! Je sais même pas si j'avais déjà vu une carte Yu-Gi-Oh! Dans ma vie, à part le dessin animé, tu vois. Mais tu faisais comment ? C'était, vous imaginiez Ouais. Genre on était là je pose mon monstre niveau 7000 de puissance, qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien moi j'ai un monstre face cachée qui est puissance 4 millions, comment tu vas faire ? C'était le plus 4 du Uno, c'était vraiment, tu t'inventais ce que tu voulais, mais en fait on était assez fous pour que ça ait un peu du sens quand même dans notre esprit d'enfant. Genre on pouvait pas sortir des cartes abusées non plus, genre il y a des limites, quoi. Mais voilà, ça c'était mon souvenir un peu marquant. Moi, dans ce genre de souvenirs, la récréation, moi, souvenir joyeux, c'est tout de suite l'école primaire. Et la première chose qui me vient, ça va peut-être développer, recréer quelque chose aussi de votre côté, c'est les pet shops. Je sais pas si vous me souvenez, les fameuses figurines pet shop, mais que, tu les collectionnais, tu pouvais c'était vraiment un truc où tu pouvais échanger, mais il fallait faire attention à pas non plus, tu vois. Ouais, faut pas trop les échanger. Hein, ouais, exactement, parce que tu dis sinon t'as plus, c'est comme les billes en fait. À un moment donné, il te reste plus grand chose. Et je me souviens que j'en faisais pas mal collection et que c'était vraiment, tu vois, c'était le truc en vogue au moment où c'était connu, quoi. C'est trop drôle que tu dises ça, puisque ma sœur là, cette année à Noël, elle a repris à notre famille tous les pet shops qu'elle avait prêtés. Ah ouais, donc en fait ça devient collector. C'est vraiment, elle a tout repris là. Ça redevient en vogue ou c'est non, parce que je pense que c'est juste, perdu, hein. je pense que c'est la folie. C'est ah tout. Ouais. Moi, du coup, je cherchais pendant que vous parliez et j'en ai retrouvé un qui me fait particulièrement rire. Pareil, en école primaire, en CM2, je crois, j'avais un professeur. Du coup, mon professeur principal, c'était le directeur de l'école. Et donc, pendant le jour où il était dans son bureau, parce que c'était le directeur, on avait un remplaçant qui venait tous les mardis, du coup. Et ce remplaçant, on était persuadé qu'il était amoureux de la maîtresse de la classe d'en face. Voilà, bien sûr, mariage bien tout sûr. le préau, tout ça. Et du coup, pendant toutes les récrés, on se cachait sous les tables de la cour de récré. C'était totalement cramé, hein, vraiment les tables, c'était la pire cachette. Et on les regardait comme ça et on se disait mais waouh, mais c'est sûr, ils sont amoureux, genre regarde, nanana. Alors que ça se trouve, ils étaient tous les deux mariés, enfin peu importe. Et ça se trouve, juste, ils voulaient juste prendre un café, tout ça, et ils en avaient marre des gosses, et voilà. Et c'est allé un peu plus loin parce qu'avec des copains à moi, on était vraiment à fond dans ce délire qu'on avait écrit des faux mots d'amour et des fausses lettres d'amour qu'on avait été le soir glissés dans leur cahier et tout, et dans leur cartable. Et le lendemain, j'ai cru vraiment que j'allais mourir de honte parce qu'il nous a rien dit sur ça, mais il est arrivé en mode
bonjour. Donc ils vous ont cramé quand même. Bah, Mais c'est je sais sûr. pas s'ils nous ont Bah, cramé aussi. Non mais t'avais une écriture d'enfant de CP, Marine. Dans ma tête, ils y ont cru premier degré. Et ils sont ensemble aujourd'hui. Bien sûr. Mais non, ils bien sont pas sûr. ensemble. Enfin, j'en sais rien. Malgré les éventuelles fautes d'orthographe, tu vois qu'on peut faire à cet âge-là. J'avais écrit Je vous aime avec un gros cœur, signé Madame Machin, Monsieur Machin. Donc, après cette petite pause un peu plus personnelle, on pourrait parler d'un film qui parle plutôt là de la fin de l'école. Et donc, tout est dans le titre. Le titre, c'est Ce n'est qu'un au revoir de Guillaume Braque, qui, je pense, a marqué pas mal de gens cette année. Et donc, qui raconte. C'est un documentaire dans un lycée français. Et donc, ça parle de terminales qui vont l'année prochaine donc quitter le lycée. Mhm. Ils vont se quitter. Ils sont tous et toutes en internat. Donc, on montre vraiment cet écosystème de l'internat avec ce groupe qui est un peu un groupe, disons, on peut dire, entre guillemets, des hippies. Ils ont des dreads. Ils sont vraiment en mode... Enfin, Ils tranquille, sont quoi. en L, quoi. Ouais, exactement. Ça Et, existe même plus. futur Punaise, intermittent. Je suis vieux. Voilà. C'est ça. Et on montre aussi leur engagement en tant que lycéens et futurs adultes, leur engagement politique contre la construction des... Je crois que c'est des méga-bassines, mais je suis pas sûre si c'est les méga-bassines ou si c'est l'A69. Je crois que c'est les méga-bassines. Et hein. je suis quasiment sûre que c'est les méga-bassines, oui c'est ça, ouais. T'as raison. Ah ouais, la 69, c'est plus récent. Mais les méga-bassines, nous, c'était Ouais, mais Sainte-Soline, tout ça, c'est plus ça, je crois. Donc contre la construction des méga-bassines, donc on les voit qui commencent à se forger des opinions politiques et à construire un petit peu tout leur écosystème de révolte. Et donc voilà, ça montre vraiment cette nostalgie de quitter le lycée et qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, je sais pas comment vous vous sentiez après le lycée, mais moi, le passage entre lycée et fac, j'avais l'impression que c'était la fin du monde ou que la Terre allait s'arrêter, que j'allais tomber dans le vide. Donc, je trouve que ce film a un sentiment vraiment très, très puissant. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, je trouve que ce qui est dingue dans ce film, c'est que d'ailleurs, en fait, en parallèle, Guillaume Braque avait aussi fait un moyen-métrage qui s'appelle Un pincement au cœur, je crois, Oui. et où il filme deux jeunes filles. Et en fait, c'est un peu ce parallèle qu'on peut voir entre ces deux films-là. C'est que en fait, ça parle à chaque fois de départ, de une situation que tu connais avec tes amis et où en fait, qui risque de s'étioler au fur et à mesure parce que la distance se crée, parce que ton ami va partir faire ses études ailleurs alors que toi tu vas faire telles études. Enfin moi ça m'a vraiment rappelé justement ce passage avant la fac où tu espères quand même tu vois pouvoir retrouver des liens avec les personnes que tu as pu forger justement pendant le lycée et tu te rends compte avec le recul justement à quel point c'est un moment suspendu dans le temps ce truc là, que vraiment c'est à la fois teinté d'espoir en même temps un peu de déni quoi, parce que tu te rends pas encore compte justement qu'avec le temps les amitiés que tu t'es forgées à ce moment là vont pas forcément tenir toute la vie. En fait tout dépend effectivement de quel ça peut même paraître un peu cynique quelque part ce côté où si on n'est pas forcément du même milieu social, si on n'est pas forcément on va pas forcément vivre dans la même ville, à quel point voilà l'éloignement peut malheureusement s'installer en fait. Moi je suis d'accord. Après j'ai malheureusement pas vu le film. Ok. Mais ouais, je comprends tout ce que vous dites sur la fin du lycée. Moi j'ai vécu ça un peu bizarrement on va dire parce que c'était le Covid, donc ma fin du lycée s'est fait en genre mars. vrai. Et on était tous très heureux en mode il y aura pas le bac, c'est dans la poche. Donc il y avait cette pression en moins et genre vraiment pendant 3 mois on était juste chez nous quoi, à ne rien faire. On a quand même fait un serveur Minecraft, attention. Et ça c'était étrange ce moment-là puisque dans l'imaginaire qu'on se faisait, le bac, ça allait signer cette fin d'amitié, en tout cas cette fin de vie commune tous ensemble, tous les jours. Et il y a eu cet événement-là du Covid qui nous a fait accélérer la chose et ça a été assez étrange toute cette période-là. Je Moi me aussi, souviens. parce que j'ai passé mon bac également pendant le Covid et c'était aussi très très perturbant. Mais Des bébés, oh. oui, c'est vrai. Mais surtout qu'on n'a pas pu dire au revoir au lycée et après on en parler. On est revenu au lycée chercher notre diplôme. On a signé un papier, on nous a dit tiens, prends-le, mais de très très loin. Et on avait un masque, on s'est dit bon allez, ciao, Super. quoi, c'est Ouais, bon. Et mais du coup, passons à une note un peu plus légère parce que l'école, c'est l'endroit où on apprend, mais c'est aussi l'endroit où on apprend les relations avec les autres, qu'elles soient amicales ou romantiques. Et cette période et surtout cet aspect de relations romantiques et tout, et de petites amourettes de l'école, elle est souvent romantisée et
très très souvent mise en scène par les cinéastes au cinéma. Et un film qui nous est venu à l'esprit quand on a parlé de ça, c'est évidemment LOL de Lisa Azuelos, sorti en 2008 et qui raconte l'année scolaire de Lola, une jeune adolescente de 16 ans, dans un lycée parisien. Et donc pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque le film LOL ? Ou déjà, qu'est-ce que ça vous évoque le film LOL ? Alors pour être honnête, moi c'est un film, je me souviens quand je l'ai vu les premières fois, c'est pas forcément un film que j'avais aimé, pourtant j'ai dû le voir peut-être préadolescente, tu vois, peut-être quand le film est sorti, non, peut-être un peu après, mais c'est un film finalement, tu vois, que j'ai revu il y a pas si longtemps, et je me dis en fait c'est marrant, parce que toutes ces projections qu'on peut se faire, même inconsciemment quand justement on n'est pas encore au lycée, on se dit en fait on aurait aimé vivre ça, tu vois, cette histoire d'amour, toutes ces pensées ces ruminations par rapport à notre crush, la bande de copines, le fait de parler dans son journal, les tensions avec la mère aussi. Il y a quelque chose en fait qui, malgré le côté léger, comique, qui est totalement assumé dans le film de Lisa Azuelos, il y a quand même quelque chose qui est assez tragique en fait pour les ados. Tu te dis c'est quand même un truc de dingue comment on vit vraiment au premier degré tous ces événements là qui en soi sont pas du tout graves, mais en tant qu'adolescent on est tellement à fleur de peau. Je trouve que quand tu te remémores cette période, c'est quand même assez précis en fait. Ouais, je suis d'accord, c'est ce genre de film où t'es vraiment dans les problématiques des adolescents, et le monde quand t'es plus jeune, il est plus restreint. Enfin, oui, tu peux pas trop te déplacer, tu peux pas partir à 18h30 parce que le bus de toute façon il peut pas te ramener chez toi, faut que tu vois avec tes parents pour faire quoi que ce soit, tu peux pas aller, enfin le monde est plus petit quand t'es encore enfant, et quand t'es adolescent surtout tu veux tu veux te libérer de ces trucs des parents, et donc toutes les émotions que tu vas ressentir pendant cette période là, elles sont assez elles paraissent insurmontables parfois, et c'est ça aussi qui est moi j'allais dire sympa, mais peut-être pas forcément, tu vois, mais qui est intéressant en tout cas dans l'adolescence, et dans les films surtout qui parlent d'adolescence, c'est voir comment des personnages vont vivre des trucs qui peuvent être banals, par exemple s'engueuler avec ses parents, tomber amoureuse, tout ça, enfin des trucs banals, mais qui vont prendre toute la place quoi, chez le sentiment des personnages. Voilà. Complètement exacerbé en fait. Je rejoins ce que tu disais sur le monde restreint, et moi je le vois vachement comme le fait que un petit problème, ça peut devenir le plus grand problème de ta vie. Je vois. Alors que ailleurs, ce problème, ce serait même pas un problème. Genre, il serait même pas pris en considération. Et dans ce film-là, ça montre vraiment genre une petite ado pourri gâtée qui vient d'une famille quand même assez riche et tout à Paris, et elle est juste en mode mais comment je vais faire pour réussir dans ma vie et tout. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est hyper dramatique, mais c'est ça qui fait que le film est iconique. Et enfin, moi, il me fait beaucoup rire et j'adore ce film-là parce que c'est tellement des drama queens, mais pour rien. Et je trouve que c'est vachement... C'est cool d'avoir des films comme ça qui romantisent de ouf cette période adolescente et tout, parce que je trouve que l'adolescence, c'est grave une période qu'on a du mal à cerner, parce qu'il peut se passer tout et n'importe quoi dans cette période, et je trouve qu'on retrouve de tout. Enfin, chaque adolescent et chaque adolescente fait sa, entre guillemets, crise d'ado différemment, que ce soit par se replier sur elle-même, ou même faire l'inverse, devenir complètement... Enfin, je sais pas... traverser une phase très triste, voire dépressive, ou alors au contraire être extrêmement euphorique, vouloir se détacher de ses parents, ou alors au contraire vouloir aller vers eux. Et je trouve que c'est hyper singulier la manière dont elle a montré cette crise d'adolescente. Puis je trouve que la relation aussi avec la mère qui est jouée par Sophie Marceau, c'est vraiment ce qui m'a frappée. Je me suis dit, elle filme vraiment bien ça en fait. Il y a vraiment une vraie tendresse, en même temps c'est assez juste sur le rapport d'une fille à une autre femme qui est sa mère en fait. Ce besoin, comme tu dis, de s'affranchir des parents, mais là c'est assez frappant à quel point elle veut montrer à sa mère, je vais pas être comme toi quoi. Et je pense que c'est ce qu'on peut tous ressentir. Au final, 2 ans après, être exactement comme ta mère, et c'est sûr quoi. C'est vrai. Et un autre film, cette fois-ci autour des garçons, disons, parce que là on a pas mal parlé des filles. C'est les filles, et les beaux gosses, c'est les garçons. C'est ça. Et ce film, c'est Les Beaux Gosses de Riyad Sattouf, sorti en 2009, que je n'ai pas vu, donc je vais vous laisser en débattre de ce film-là. Donc avec Vincent Lacoste qui joue
un énorme loser. Voilà, bah moi c'est justement ce que j'adore dans ce film, c'est que contrairement aux films américains sur le lycée, les trucs comme ça, où le personnage principal est toujours un immense beau gosse, joueur de baseball ou de football américain et qui va arriver à pécho la meuf trop belle du lycée. Là c'est juste un loser qui n'arrive à rien. Plein de boutons. Il est nul à l'école. C'est un flemmard, il est nul aux jeux vidéo, il est nul avec les filles, il est nul avec son ami, il est nul partout. Et pourtant, le personnage arrive à être attachant dans sa nullité absolue. Et par moments, on se reconnaît même dans cet ado nul, vraiment, mais nul. Et qui est quand même drôle, qui est quand même attachant. Et je trouve que c'est assez brillant de la part de Riyad Satouf d'arriver à rendre compte de cette adolescence-là, un peu en plus de banlieue, je crois, où il n'y a rien d'autre à faire que d'aller au lycée, C'est vrai. d'être avec des gens et d'être nul. Et de vouloir plaire aux filles aussi, parce que c'est vraiment son filles, objectif quoi, dans le film finalement. C'est vrai que c'est juste son objectif, c'est de plaire à une fille, n'importe laquelle, que ce soit la mère de sa pote ou sa pote, peu importe. Lui, tout ce qu'il veut, c'est pécho. Et va-t-il réussir? Le film est là pour ça, mais voilà. Mais moi, ce que je trouve touchant aussi, c'est que quand tu sais que Vincent Lacoste, en fait, déjà ne se destinait pas à être acteur, il parle beaucoup, c'était la première collaboration qu'il a faite avec Riyad Satouf, et comme quoi Riyad Satouf voulait vraiment l'enlaidir, c'est-à-dire vraiment, il y avait ce côté un peu, on va appuyer encore plus sur le fait qu'un ado, c'est pas forcément justement, comme tu disais, le beau gosse, pour le coup, américain, avec une peau très lisse, qui emballe toutes les filles, quoi. Au contraire, on va vraiment, dès le premier plan, insister sur le côté dégueu d'une galoche, le côté deux garçons qui regardent comme ça ébahis avec tous leurs boutons, leur appareil dentaire. Enfin, tout est vraiment extrapolé quoi pour qu'on en rigole en fait. Bah oui, c'est une comédie comme LOL. Hein. Tout est énorme, mais comme c'est des adolescents, ça marche en fait. Comme c'est des jeunes qui vivent tout de manière fois 1000, ça marche très bien, je trouve, dans le film. Mais c'est vrai qu'on a grave une vision un peu presque fantasmée de l'adolescence, de notre période de lycée, parce que moi, quand je retourne dans mes souvenirs et tout, ou même lorsque je vois mon frère qui est encore au lycée, c'est loin des beaux gosses américains, des couleurs et tout. Déjà, les lycées, je trouve c'est très très terne. Et contrairement aux écoles maternelles ou primaires, les lycées, je trouve que au plus on grandit, au plus les enseignements scolaires deviennent gris et ternes et fades. Et je trouve ça très très triste quand même. Et pourquoi je disais ça? Oui, c'est parce que je trouve que les beaux gosses, c'est trop bien de représenter des ados nuls et moches et plein d'acné et plein avec les cheveux gras, avec des pellicules sur les t-shirts. Et même les filles, je trouve qu'au lycée et même pendant l'adolescente, on n'est pas à notre prime, quoi, parce qu'on se transforme et on essaie de se chercher un petit peu. Du coup, on essaye des trucs vestimentairement parlant, on essaye des trucs avec nos cheveux et tout. Et c'est rarement une période très glorieuse. Et je trouve que on enlève un peu cette période de recherche de notre mémoire et on est là, oui, c'est formidable, on est là, on met des paillettes, on est insouciant et tout, alors que je trouve que c'est un peu une période entre guillemets torturée, l'adolescence. Par rapport à ça, je pense aussi, tu vois, que y a beaucoup une espèce de idéalisation du physique en fait dès l'adolescence qui est inclus dans la tête des adolescents et du coup, je pense qu'il est intériorisé même dans la façon de les représenter, surtout dans les séries, plus que dans les films, j'ai l'impression. Tu vois, par rapport en tant que fille, il y a beaucoup, je pense, le maquillage aussi, l'envie déjà de ressembler à une femme, alors qu'on a littéralement 13 ans, où tu as envie de dire, fais déjà ton adolescence et puis ensuite on verra, quoi, tu vois, mais ce besoin en fait de se trouver, mais ça qui est valable pour tout le monde, garçon comme fille, et qui en même temps où on a envie de ressembler un peu à tout le monde parce qu'on a envie de s'intégrer dans un groupe et en même temps on a envie d'être soi, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. C'est vraiment une période de recherche perpétuelle, ouais, de qui on est, de qui on veut être et de qui sont les autres même. Comment découvrir tout ça. Et dans les beaux gosses, même les filles sont pas des beaux gosses non plus. Tout le monde est vraiment des losers un peu, et c'est ça qui est vraiment drôle. Même les adultes. La daronne, c'est une loser. L'identification, du coup, elle est peut-être plus plausible, tu vois. Oui, en fait, tout le monde est tellement nul dans le film que ça en devient réel, quoi. Mais d'ailleurs, j'avais une question sur ça. Pour vous, vous au lycée, disons, vous étiez plutôt comme dans LOL, c'est-à-dire des ados dans la
hiérarchie, vous étiez au top, du cool et tout, ou alors vous étiez plutôt comme dans les beaux gosses, c'est-à-dire Au bottom. dans les Y a pas de bas-fonds de juste la loose. C'est- Ou alors vous étiez où sur le loseomètre et sur le classomètre? Moi, je pense que j'étais un peu un loser quand même, hein. Je pense j'étais plus proche du loser que du sommet de la pyramide, hein. Ok, c'est-à-dire Parce- tu traînais avec qui? Ben, moi, je traînais déjà avec soit les queers, soit les prolos de mon lycée, alors que c'était un lycée de bourgeois. Et j'étais le bourgeois du groupe, hein, faut le rappeler, hein. J'étais. Mais ouais, donc moi, je traînais avec ces gens. Bah, en vrai, on était un peu au milieu, mais milieu moins, je pense. Mhm. Tu vois. Moi, en vrai, je pense que les gens globalement m'appréciaient. Mhm. Mais bah, si j'étais pas là, c'était pareil, quoi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'étais là, ah, il est là, c'est sympa, il y a des blagues. Il est pas là, oh, c'est pas grave. Moi, je pense que ça se situe un peu entre les deux, non pas pour ne pas choisir un parti, mais c'était ni forcément loser non plus. Enfin, je pense que je me cachais beaucoup, j'ai rasé beaucoup les murs. C'était pas. Enfin, ça dépend de la période, mais enfin, surtout le collège, je trouve que c'est assez anxiogène finalement comme, Ouais, moi, comme le collège, période. ouais. Et t'as plutôt envie de raser les murs plus que de te montrer au grand jour. Enfin, moi, enfin, tu vois, quand t'es complexé à l'adolescence, c'est beaucoup enfin, souvent la première pensée qui te vient, c'est j'ai pas envie d'être vue pour pas qu'on m'embête. Mais je pense qu'à un moment donné, encore une fois, dépendant de l'âge, j'avais plus une envie comme ça cachée de ressembler plus aux filles de LOL, tu vois. Il y avait un peu cette envie justement de ressembler à, sans jamais forcément y arriver, parce que j'ai jamais été non plus la populaire, mais où tu fantasmes un petit peu ça en même temps. Mais je pense que tu fantasmes ça même quand t'arrives au lycée, où t'as quand même envie d'avoir ta bande de potes aussi, quoi, d'être un petit peu vu dans un groupe et de faire partie intégrante de ce groupe. Je pense à ce niveau-là, voilà. Bah, moi, c'est à peu près la même trajectoire. Enfin, j'ai jamais. Enfin, après, je rasais pas les murs parce que j'étais Enfin, c'est un peu différent parce que du coup, j'étais en entre guillemets sport-études volley. Donc, j'étais avec les sportifs et les sportives. Donc, on avait notre groupe qui a évolué du collège jusqu'à quasiment fin lycée. Donc, j'ai jamais dû entre guillemets Ouais, t'étais me dans les faire cools, une quoi. place, quoi. J'avais une place, mais en même temps, volley, c'était pas hyper stylé non plus, oui, parce qu'il y avait les foot et les footballeurs, c'était eux les stylés. Et nous, Bien les sûr. volleyballs, on était un peu en mode le groupe de sportifs, mais un peu bizarre parce À qu'on côté, était les bizarres, geeks quoi. en fait, finalement. Ouais, Les on geeks du était sport. grave des Ouais. geeks. Là, au On moins, était t'étais des geek du sport. Moi, j'étais dans les geeks, pas du sport, hein. C'était vraiment pire, hein. Mais tu vois, c'est intéressant parce que ça fait très hiérarchique. Il y a soit tu vois, t'es cool populaire, soit t'es forcément loser, quoi. Ouais, au ouais. collège et au lycée, il y a pas d'entre-deux, quoi. C'est vraiment, Non, faut surtout au absolument, collège, ouais. faut vraiment choisir son camp, quoi. Ouais, ouais. Et c'est rapide d'aller d'un extrême à l'autre. Ouais. Parce que je sais que c'est rapide de passer de loser à populaire, mais c'est très rapide de dégringoler Ouais, moi, l'échelle j'ai sociale plus aussi, vu là. l'inverse, hein, quand même, hein. J'ai C'est plus vrai. vu le dégringolage que la remontée, hein. La remontée est plus difficile. Ah ouais, elle est dure la remontée. Oh là là. Et c'est surtout dans les yeux des autres, en fait, que Bah, ça bien se passe, sûr. plus que pour toi, en fait. Mais en fait, quand t'es pas populaire, tu n'as pas les yeux des autres. Ouais. Donc tu ne redeviens jamais populaire. C'est clair. T'es là, tu fais, c'est perdu, tant pis, je vais retourner jouer aux cartes Pokémon. Qui n'existe pas. Qui d'ailleurs. n'existe pas, exactement. On va changer de thématique et on va s'éloigner un petit peu de la romantisation et de notre nostalgie de l'école pour parler d'un thème qui est tout aussi important. Parce que l'école, tout en étant le lieu où on apprend plein de Tout, on choses, apprend tout. où on apprend beaucoup de choses, c'est aussi le théâtre de toutes les violences, notamment le harcèlement. Et il y a plein de films qui parlent de ça. Et un film notamment très important qui nous a tous et toutes émus aux larmes, je pense. Et c'est Un monde de Laura Vandel, sorti en 2021, qui raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur dans une école maternelle, au point de vue de la petite sœur du coup qui rentre à l'école pour sa première rentrée et on apprend peu à peu à travers les yeux de cette petite fille que son grand frère se fait harceler par des garçons plus grands de sa classe et son petit frère ne veut absolument pas que elle se fasse attaquer par ces garçons-là et c'est vraiment un film hyper poignant d'une émotion très intense et même si le film est assez court, le visionnage est sportif, mais c'est un film extrêmement important. Est-ce que vous pouvez partager votre ressenti sur Un monde de Laura Vandel ?
Ouais, moi c'est un film, je me souviens, j'avais eu du mal à m'en remettre justement parce que de toute façon je pense que c'était l'effet recherché par Laura Vandel parce que quand soi-même on a vécu du harcèlement, forcément c'est quelque chose qui nous prend aux tripes immédiatement, même si je pense que quand même, si on est un minimum humain et compatissant, tu regardes le film, même si comme tu dis il est très court, t'es forcément pris dedans. Ce que je trouve très intéressant avec ce film, c'est que c'est évidemment une vraie bonne dénonciation du harcèlement à l'école. Je trouve que c'est très frappant aussi sur le rapport entre un frère et une sœur, notamment le grand frère en fait qui veut vraiment garder ce rôle de grand frère, qui veut pas être aidé par sa petite sœur, qui veut vraiment que sa petite sœur reste sa petite sœur, l'enfant qu'elle doit être, alors que lui c'est comme si il était déjà en train de grandir pour faire face au danger en fait, et comme s'il se prenait tout pour lui. Et je trouve que en fait c'est assez parlant. Je pense que quand on est soi-même grand frère ou grande sœur, il y a aussi ce besoin en fait en tant qu'aîné, enfin voilà, de vouloir absolument protéger les entre guillemets les plus faibles, les plus jeunes, et qui est un peu comme un rôle de parent avant l'heure en fait. Et je trouve que c'est ça qui est très très fascinant dans ce film et qui est très intelligent de la part de la réalisatrice, c'est de filmer en fait à hauteur d'enfant et de se dire déjà dès le plus jeune âge, il y a déjà une responsabilité qui doit être prise en fait. Et pour revenir un peu sur ce qu'on a dit précédemment aussi, ça me rappelle aussi le travail de Laurent Cantet dans sa réalisation, c'est de partir d'un point de réel qui est ultra fort et d'essayer de le retranscrire au mieux, et je trouve qu'elle y arrive avec brio. Dans les dynamiques entre les personnages, la petite sœur et le grand frère, il y a des choses qui sont absolument magnifiques. La scène de câlin, elle est poignante, et même le grand frère dans sa relation au harcèlement et comment il va le refaire subir aussi à un autre un peu plus jeune aussi, c'est terrible. Moi j'ai revu le film il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, et franchement ouais, c'est un film, il dure 1h30 mais il faut prévoir 2 heures quoi, il y a une demi-heure où après tu souffles, et parce que vraiment c'est très très violent de voir ces enfants qui sont tout jeunes, tout mimi, et qui vivent un truc horrible quoi. Oui, et puis ça montre aussi le rôle que les adultes jouent dans une telle situation. J'ai des chiffres là sous les yeux. Selon le baromètre de l'association e-enfance, le harcèlement touche autant d'élèves de chaque tranche d'âge, et 35% des jeunes ont subi du harcèlement en 2025. Donc c'est quand même énorme. Ça fait plus d'un tiers des jeunes à l'école qui subissent du harcèlement. Et on se pose aussi la question, et le film Un Monde pose aussi la question de comment faire face au harcèlement. Est-ce qu'on doit le dire? Parce que du coup, la petite fille, la petite sœur, elle a vu, elle sait, et elle se fait menacée par son grand frère de ne rien dire parce qu'il lui dit que sinon ça empirera, mais elle va quand même le dire et ça empire évidemment. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Quelles sont les mesures à prendre? Vers qui on se tourne et tout? Et même les parents, qu'est-ce que les parents doivent faire? Est-ce qu'ils doivent changer d'établissement l'enfant? Est-ce que les professeurs doivent agir? Et je crois qu'il y a des procédures à prendre législatives et tout de la part des professeurs, et ils sont obligés de le faire. Oui. Par exemple, je sais ça parce que ma mère, elle est professeure des écoles, et elle fait souvent face à ce genre de cas où il y a des élèves qui sont en danger de certaines manières et tout, et elle a obligation, même si elle ne sait pas forcément dans quoi elle s'embarque et que c'est une procédure lourde qui peut souvent aboutir à, par exemple, soit le placement d'un enfant en famille d'accueil où on le retire de sa famille parce que ça ne va pas du tout, ou alors soit le changement de l'école de l'enfant, et elle est obligée de suivre ces procédures-là, même si ça l'implique elle, quoi, mais sinon elle a pas le choix. Et puis même de toute façon, c'est pour éviter une situation qui pourrait être bien pire. Mais c'est vrai que dans ces situations-là, quelles sont les meilleures solutions et tout. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que quelque part, tu sens que les enfants reproduisent aussi certainement ce que les parents font. Oui, et donc, c'est une violence qui ne fait qu'engrainer de la violence. Et donc, tu te dis, dans le cas de ta maman, est-ce qu'elle n'est pas aussi en train de s'immiscer dans un problème qui, de toute façon, est-ce que ça doit être réglé de façon interne, mais en même temps, le problème vient de l'interne aussi. Et c'est très, très, très compliqué, en fait. Oui. Et après, moi, j'ai aussi, dans ce genre de cas, j'ai vu des choses qui sont... au sein de l'école, des personnes qui se font harceler, et c'est eux qui doivent quitter l'établissement au lieu des harceleurs. Et moi, j'ai plus vu ça que l'inverse, quoi. Ouais. Et donc ça, je trouve ça a encore une autre violence envers l'enfant, quoi. Je trouve qu'on lui dit
bah déjà t'es obligé d'aller à l'école avec les gens que tu veux pas voir, et ensuite les gens qui te blessent, bah c'est eux qui gagnent au final à la fin, quoi. Ouais. Même si allez, ils vont écoper d'une semaine d'exclusion ou Ouais. quoi, bah c'est toi tu dois quitter le lycée. Je trouve que c'est assez violent, quoi. Mais moi, je me souviens de cette espèce de culpabilisation de certains enfants qui pouvaient parler, ou certains adolescents qui pouvaient parler du fait d'être harcelés, et qu'en fait, on leur montait dans la tête, enfin, souvent des élèves plus que des profs quand même, mais quand même, c'était vachement intériorisé. Ah bah oui, mais à cause de toi, un tel va être viré. Ouais. La Mhm. victime est le problème, en fait. C'est ça, Mhm. c'est dans leur tête, c'est ça. Pour parler d'un autre type de violence, on va parler cette fois-ci de la violence avec des armes à feu. Ouais. En parlant d'un film qui a fait grand bruit, en 2003, Gus Van Sant arrive avec Elephant, un film qui retrace la tuerie dans le lycée du Colorado de Columbine. Je ne sais plus en quelle année c'était, je crois que c'était en 2001. Je ne sais plus. 2003, je crois. En 2003 aussi, Ouais. la tuerie. Ouais. Ah ouais Non, pardon. Le la film est tu- sorti le même. C'était le film en 2003, Ouais, le la film en tuerie. 2003, la 2003. 80, J'aurais dit 95, un truc comme ça, Ah, ok. 96, j'en sais rien. Je vais regarder sur internet. Wikipédia. Une tuerie qui est arrivée dans un lycée du Colorado à Columbine dans les années 90, où deux adolescents ont tué 12 élèves de leur salle de classe et leur professeur avant de se suicider dans la salle. Et donc Gus Van Sant a décidé de faire un film en plusieurs plans séquences, d'ailleurs c'est assez remarquablement réalisé, pour retracer cette journée qui va amener ces deux amis à commettre un tel crime. Et le film est vraiment assez poignant aussi sur ce sujet, mais ça montre aussi le danger des armes à feu et sur les adolescents, quoi, aux États-Unis surtout. Et là on part aux États-Unis et on reste plus en France, quoi. Ouais. C'est moi ce qui est horrible dans ce genre d'affaires, c'est que ça a été récurrent, quoi, les affaires de meurtre à armes à feu dans des écoles. Et souvent c'est des étudiants, quoi. C'est des jeunes qui vont arriver avec des armes à feu dans ce lycée, dans ce collège, dans ce truc. C'est pas des grands adultes qui ont réfléchi le coup pendant des années. C'est des jeunes qui n'en peuvent plus de l'école, n'en peuvent plus des violences qu'ils peuvent subir, ou alors des violences qu'ils pensent subir, parce que souvent c'est quand même un peu des gens d'extrême droite, quoi, et qui en viennent à tirer sur tout le monde parce qu'ils se sentent en danger, quoi. C'est gravissime. Moi, c'est vraiment un film avec lequel je me bagarre. Je l'ai vu une fois, je le reverrai sans doute jamais. Et je pense que je peux encore parler de séquences, surtout celle à la fin, évidemment, au moment de la tuerie, qui se passe en plusieurs étapes. C'est quand même un film, je disais, avec lequel je me bagarre, parce que c'est vraiment, ça te laisse vraiment un sentiment très âpre, évidemment. Enfin, je veux dire, je pense que c'est quand même compliqué de passer à autre chose après ce film, parce que comme ça parle d'un fait réel, t'as pas vraiment ce recul de ça n'est qu'une fiction. Et puis surtout, par rapport à cette histoire comme quoi ce sont deux adolescents qui, a priori, n'avaient aucune histoire, tu vois, on a souvent envie de chercher dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ont eux-mêmes eu une enfance violente, etc. Et en fait, tu te rends compte dans ce film que ce sont vraiment deux adolescents qui sont comme les autres, en fait. Et donc, il y a un peu cette insécurité que tu ressens et où tu te dis, mais ça peut vraiment arriver dans n'importe quel établissement scolaire. Et là où, généralement, les établissements scolaires sont quand même pensés comme, pour plusieurs étudiants, pas pour tout le monde, hélas, mais comme un antre où c'est la connaissance, la transmission, le bien-être qui émerge en fait au moment de cette construction qu'est l'adolescence, de se dire en fait ça peut être bouleversé en un rien de temps par quelqu'un de ton âge en fait. Ouais. Je suis d'accord avec ce que vous dites, ça peut basculer en un instant et c'est vrai qu'on se demande mais qu'est-ce qui les a amenés à commettre un tel acte, parce que de base quand on sait pas la fin du film, on regarde le film et on est en mode ah d'accord, c'est juste une déambulation dans le lycée et tout, et puis après tu les vois arriver avec leur gros gun et tu te dis mais waouh, mais c'est incroyable. Et ça me fait aussi penser, et c'est aussi une histoire vraie, basée sur un fait divers, le film We Need to Talk About Kevin, où là pour le coup c'est un étudiant qui est arrivé à tuer avec un arc et des flèches les étudiantes de sa classe en cours de sport, comme ça, alors que... C'était un mardi, voilà. Ouais, voilà. Pourquoi pas, quoi. Qui n'a jamais fait du tir à l'arc sur des vrais gens en cours de sport? Ouais. Mais ça montre que l'adolescence, et surtout l'école, c'est un milieu qui est tellement à part qu'il peut se passer tout et n'importe quoi, je trouve. Et c'est tellement un écosystème,
c'est toute ta vie lorsque t'es enfant et que t'es ado. Enfin, moi, je me suis dit, mais... Enfin, lorsque j'étais enfant et ado, c'était vraiment ma vie entière, le lycée et le collège, et je faisais quasiment que ça, à part les sorties le week-end et toutes les petites activités à côté, parce que voilà. Mais sinon, même après, lorsqu'il fallait quitter le collège et le lycée, je me suis dit, mais waouh, mais qu'est-ce que je vais faire après? Genre, je vais avoir rien de mes journées, enfin rien de prévu dans mes journées, mais qu'est-ce que je vais faire? Après, j'ai vite compris qu'il fallait du travail. Ah, c'est voilà. donc ça. C'est donc ça ce qu'il faut faire après. Et donc, après avoir discuté de toutes ces problématiques et de tous ces thèmes de l'école, est-ce que une meilleure éducation et une meilleure représentation de l'école est possible? Et on a plusieurs films dont on voudrait vous parler qui nous donnent un peu d'espoir et qui nous proposent une sorte de fenêtre ou de porte vers une alternative à une éducation un peu trop classique. Et ces films, c'est Le Cercle des poètes disparus de Peter Weir et Bottoms de Emma Seligman. Et donc, est-ce que vous, derrière ce micro, vous pensez qu'une meilleure éducation est possible? Et est-ce que ces films, pour vous, c'est un bon exemple? Alors, moi, j'avoue ne pas avoir vu Bottoms. Par contre, Le Cercle des poètes disparus, ça fait partie des films que j'ai découverts assez tôt. Forcément, c'est surtout par rapport à ce professeur John Keating qui est joué par Robin Williams. Je pense qu'on a tous eu, étudiants, élèves, cette espèce de fantasme d'avoir un prof un petit peu comme lui. En même temps, ce film, je trouve qu'il est à la fois plein d'espoir et d'optimisme, notamment avec la scène de fin. Et en même temps, quand on se concentre sur le personnage de Neil qui rêve d'être acteur, on se dit il peut y avoir une double lecture quand même avec ce personnage, parce que sans spoil, mais il se passe quand même quelque chose de terrible avec ce personnage. Après, ça va, t'as le droit de spoil. Je Hein. peux Le spoil film quand est même. sorti en 70, c'est bon quoi. Bon, non, années 80, je crois. 89. Ouais, mais il faut laisser aussi aux gens, tu vois, l'envie de voir. C'est quand même un peu triste, tu vois, si on spoil. Voilà, il faut pas leur gâcher ce plaisir. Mais oui, il arrive quelque chose de terrible à ce personnage. En partie, on peut pas vraiment dire que c'est une conséquence directe de l'éducation, de la transmission de Keating en tant que prof, mais quand même, ça prouve aussi que ce genre de manière de faire, ouais. Ce genre de manière d'éduquer, on va dire, à l'école, en fait, peut sembler tellement. Moi, j'aurais dit que c'était. Inapproprié. Libératrice, ça ouvre un horizon des possibles qui est différent, quoi. En fait, c'est dans ce sens, tu vois, justement, effectivement, libératrice, mais en même temps, qui a ses limites, c'est-à-dire la liberté doit quand même avoir des limites quelque part. Mais voilà, il y a quand même une façon de voir les choses où quand tu vois le film la première fois, tu as forcément une grille de lecture où tu as envie de te dire tout est possible en fait, grâce à un prof comme ça qui te donne envie de t'affranchir de toute conviction. Et malheureusement, avec ce personnage de Neil qui rêve d'être acteur, il se confronte quand même à quoi? Il se confronte à une situation familiale compliquée, à un père omniprésent qui même veut lui briser ses rêves, en fait, qui a une lignée toute tracée pour son fils, et son fils ne pourra pas non plus y échapper. Donc en fait, ça montre tout le reste de l'institution scolaire aussi, qui l'empêche de poursuivre ses rêves, quoi. Ouais. Il n'y a pas que la famille, c'est tout le monde entier qui est contre ce rêve-là. Ouais, Sauf ouais, bien Keating qui lui dit t'inquiète, ça va le faire. Ouais, en fait, c'est ça. Il peut y avoir un côté, on peut se dire, Keating donne vraiment l'impression de ne pas être optimiste, mais naïf, en fait, quelque part. Mais c'est là où je trouve que c'est vraiment très intelligent, c'est de montrer en même temps que on est libre, mais qu'il faut forcément aussi, parfois, faire attention à cette liberté. Que tout n'est pas forcément accessible pour tout le monde, en fait. Ce film-là, même s'il donne un beau message d'espoir, aussi sur une meilleure éducation qui serait plus, comme tu disais, libératrice, et plus sur la collectivité et sur aussi l'impulsion des élèves plutôt que le contrôle des professeurs. Je trouve qu'il critique vachement l'institution de l'éducation ou l'institution de l'école en tant que telle, comme quoi il faudrait juste s'asseoir, écouter, apprendre et recracher sur le papier et être noté et tout, et être même classé. Et aussi cette compétition hyper masculine qu'il y a dans les pensionnats de jeunes garçons et tout, et aussi une sorte de hiérarchie qu'il y a entre les métiers et les passions, et comme quoi être acteur, Neil il peut pas, il doit devenir je sais plus si c'était médecin ou avocat comme son père, voilà. Suivre la lignée familiale, en fait. Il fallait faire comme le père et gagner plein d'argent pour pouvoir acheter la maison, acheter le chien, acheter les enfants. Ouais. Enfin, fallait tout pour acheter, quoi. Mais qui est au paroxysme en même temps de la leçon de Keating, qui est justement que la poésie, tu peux pas la définir comme des mathématiques, ou que ça reste justement quelque chose qui est plus que subjectif, en fait.
Et ouais, dans ce film-là, en plus, on est chez des grands bourgeois, quoi. C'est vraiment tout le monde est pété de thunes et il y a un élément perturbateur qui va leur dire peut-être en fait que tout ce que vous avez appris jusque-là, c'est pas complètement vrai, quoi. Il y a une autre part de choses dans la vie que faire de l'argent et apprendre des trucs bêtement et les réciter, quoi. Et ça, c'est assez intéressant aussi dans le film de voir ces jeunes-là qui vont découvrir la poésie de manière un peu disruptive. Voilà. Et pour Bottoms de Emma Seligman, donc c'est un film qui parle de deux besties dans un lycée américain. Qui sont aussi des losers un peu. Qui sont des grosses loseuses et qui décident de monter. Du coup, c'est deux grosses loseuses lesbiennes qui décident pour pécho leur crush de créer un cours ou un club de self-défense contre les hommes, oui, contre les agresseurs, pour pouvoir faire du corps à corps avec leur crush. Il n'y a pas que du corps à corps. Il n'y a pas que du corps à corps. Il y a aussi des grenades. Et le film, il est vraiment brillant. Les dialogues, ils sont écrits, mais avec, je ne sais, une plume de phénix peut-être. Enfin, c'est vraiment tellement drôle. Et il y a un passage qui m'a fait extrêmement rire. Bon, ça va peut-être être un peu moins drôle, mais non, je vais pas le dire parce que ça va être trop cringe. Et même, je trouve que le fait que ce soit deux personnages féminins, que ce soit des personnages féminins queer, que l'un des deux personnages principaux soit noir, je trouve que c'est vraiment, trop cool comme représentation dans un film qu'on ne voit jamais, parce que je me faisais la réflexion tout à l'heure et je me disais que dans tous les films où on a parlé, c'est que des films genre les teen movies qui se passent à l'école, c'est grave un truc occidental de cinéma un peu bourgeois et tout, et on voit rarement les entre guillemets classes populaires dans ce genre de film. Et je trouve que ce film, il est vraiment cool en termes de punchline un peu contre les teen movies d'école un peu trop classiques, et la BO est incroyable. Il y a Charlie XCX à la fin, Party for You, et puis même la représentation des footballeurs américains, des hommes en général, ils sont tellement bêtes, ils sont trop débiles, et ils mettent leurs habits de footballeurs, du coup leurs habits d'entraînement tout le temps, genre all the time. Ils ont toujours leur casque, et c'est vraiment extrêmement drôle. Bon, c'est peut-être un peu moins drôle comme je le raconte comme ça, mais il faut le voir, franchement, il faut absolument le voir. C'est le cliché au boutisme en fait. C'est tellement cliché que ça détruit les clichés, et c'est super. Et même les filles sont un peu clichés, sauf les deux personnages principaux qui sont un peu, mais genre la beau gosse, c'est vraiment la beau gosse, quoi. Genre, genre vraiment elle pécho les mecs en un clignement d'œil, c'est vraiment tout le monde est amoureux d'elle, même les filles comme les garçons, tout le monde tombe sur son chemin. Le mec footballeur, il est bête comme ses pieds, mais c'est pas grave, il fait du football. Donc tout le cerveau est dans les pieds, c'est super. Puis ça parle aussi un peu des premiers émois, de se découvrir. Et non, c'est un film qui est assez drôle, et surtout qui prend le parti de montrer une forme de violence qui peut être masculine aussi, et très sexiste. Il y a beaucoup de sexisme et qui va être dénoncé dans le film, et voir comment les filles vont régler ça au final. Et même si ça part un peu d'une mauvaise intention de la part des deux personnages principaux, au final elles vont quand même réussir à retourner le lycée contre les 3-4 agresseurs qui sont horribles, quoi. C'est un peu Kat dans 10 Things I Hate About You. Je sais pas si vous avez vu ce film. C'est un peu les Kat d'avant séance, tu sais. Ouais, c'est part. Ça. Mais c'est la même réalisatrice. Bottom, c'est la même réalisatrice que Shiva Baby. J'ai pas vu, mais peut-être. Oui, c'est ça. Il me semble, ouais. Écoute, je verrai le film. Il faut que je le voie. Le film est très drôle et c'est une très bonne comédie. Et je trouve aussi que ça offre une perspective, comme ce qui a été dans La Vague, le film chilien. C'est cette perspective de révolte aussi dans l'école, au sein même de l'école, pour essayer de changer les choses et de pas attendre qu'un miracle se produise. Je trouve qu'il y a ça aussi dans Bottoms. Il faut faire bouger les choses qui vont pas, quoi. Alors avant de clore cet épisode dédié à l'école au cinéma,
Je vais faire un petit tour de table et on va parler de nos recommandations culturelles. Donc, Talia, qu'as-tu à nous recommander cette semaine ? Alors, pas plus tard qu'hier, j'ai découvert un film qui s'appelle La Reconquista, qui est un film réalisé par Jonas Trueba. D'ailleurs, si vous n'êtes pas vraiment familier avec l'univers de ce réalisateur, je vous invite à le découvrir parce qu'en ce moment, il y a une rétrospective au MK2 Bibliothèque en partenariat avec le Centre Pompidou. Et donc, La Reconquista, c'est un film qu'il a sorti en 2016 qui parle de Olmo et Manuela, donc un homme et une femme qui se retrouvent dans la trentaine et en fait qui ont été chacun le premier amour de l'un et de l'autre à leurs 15 ans. Et c'est vraiment en fait des scènes de discussion. Si vous aimez les films comme Before Sunrise, c'est vraiment c'est une romance un petit peu comme ça, douce amère, où en fait c'est vraiment revivre un petit peu justement ces premiers émois. D'ailleurs, je trouve que c'est intéressant qu'on puisse faire aujourd'hui cet épisode sur l'école parce qu'il y a une scène sans trop en dire de flashback où on les revoit à 15 ans, où ils s'échangent comme ça des lettres pendant les cours. Enfin, il y a quelque chose vraiment de très stimulant dans ce film, en même temps de très doux. Et vraiment, je le recommande parce que c'est vraiment un film qui fait revivre ses 15 ans et en même temps qui laisse aussi une possibilité de dire, voilà, le premier amour, c'est énormément d'émotions et en même temps, on se rend jamais compte à 15 ans de l'importance que peut avoir justement ce premier amour. Eh ben, foncez en salle, voir La Reconquista de Jonas Trueba. Ouais, bah moi je vais parler un peu de musique et d'une artiste que j'adore qui s'appelle Marina Herlop. Ouais, non mais personne connaît. C'est justement pour ça que je recommande parce que c'est exceptionnel. Elle fait de la musique un peu expérimentale sur l'électronique en y mélangeant du piano, du classique. Elle est catalane. Et c'est une artiste que je trouve absolument splendide. J'ai réécouté son album Pripyat juste avant le podcast. C'est un chef-d'œuvre de A à Z. Moi, je trouve que tous les morceaux sont ultra intéressants. Et il y a une espèce de magie qui se dégage de sa musique. Je ne saurais même pas comment l'expliquer. Alors, je vous enjoins à écouter ça. C'est absolument splendide. C'est Marina ? Marina Herlop. M-A-R-I-N-A. Plus loin, H-E-R-L-O-P. Ok, formidable. Et toi, Marine ? Moi, je vais vous inviter le 14 février, donc pour la Saint-Valentin, à venir au cinéma L'Écran de Saint-Denis, parce que toute la nuit, ils projettent des films de train. Alors, qu'est-ce que vous auriez faire un samedi soir de Saint-Valentin ? Regardez des films de train. Alors, moi, je suis convaincu, personnellement, voir l'arrivée en gare de la Ciotat en boucle. Avec son bien-aimé ou sa bien-aimée. Ou son d'ailleurs. Mais je vous invite à aller voir la programmation. Et en plus, qui dit Saint-Valentin, tu parlais de Before Sunrise. Eh bien, c'est le film d'ouverture de la nuit. Et je serai là pour vous accueillir habillée en hôtesse de train parce que j'ai participé à la programmation de cette nuit. Donc, on aura des petits quiz à travers la nuit. Donc ça commence à 20h30 et le tarif c'est 4 € par film. Il y a 5 films sur toute la nuit, mais toute la nuit revient à 16 € si jamais vous décidez de prendre tout d'un coup. Donc c'est assez avantageux pour vous. Ça se termine vers 7h du matin et le petit déjeuner des survivants vous est offert. Donc petit croissant, petit jus d'orange et café. Et je vous invite à aller regarder la programmation, mais vous risquez d'avoir des papillons dans le ventre, d'avoir des frissons, de frissonner et d'être tenu en haleine par le dernier film qui est absolument formidable. Donc je vous invite au cinéma L'Écran le 14 février. Et d'un dernier train ? Non, malheureusement parce que c'est dommage. Ça aurait pu. Dommage. Le distributeur a dit non. Dommage, ça aurait été super, dernier train pour le dernier film, ça aurait été super. Mais bon, ça aurait été vraiment chouette. Mais la programmation est vraiment bien et très variée et c'est à Saint-Denis, donc à Basilique sur la ligne 13. Super, voilà. Merci beaucoup. Merci Talia, merci Robin et merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. On se retrouve pour un prochain épisode et c'était le podcast Et pourtant ça tourne. Bonne hôte, partenaire. Vous partez quand ? On fout nos histoires. J'ai envie de fermer et d'aller me coucher. Alors tu vois, je suis fatigué là. Vous avez fait du bon boulot ce soir. En dépit de tout ce qu'on peut vous raconter, les mots et les idées peuvent changer le monde. Au revoir, monsieur Simon.